Après 6 semaines de confinement, une certitude, la dépense des Suisses est en très nette baisse. C'est vite vu, à part l'alimentation, les loisirs numériques et les communications, la chute des ventes est générale. Conséquence évidemment d'une chute tout aussi spectaculaire du pouvoir d'achat. Dans certains secteurs, les gens ont été brutalement privés d'une bonne partie de leurs revenus. Écoutez le témoignage d'Olivier, il est restaurateur à Genève, et Sabrina, elle tient une agence de voyage à Cernier, dans le canton de Neuchâtel. Chez Zinette, à Lancy, on y mange. Enfin, on y mangeait avant le semi-confinement. Aujourd'hui, le restaurant est vide. Mais le patron des lieux compte parmi les chanceux. Sa femme a conservé un emploi à mi-temps et lui est assuré. On avait une assurance épidémie qui a finalement marché. Et du coup, quand on a fait marcher une assurance épidémie, donc c'est une assurance perte d'exploitation complète, c'était super pour nous, quoi, ouais. Chanceux ensuite, car il a un propriétaire compréhensif. On est locataire à la ville de Lancy, donc on a la chance, contrairement à nos collègues qui ont des régies privées où c'est plus compliqué, on a la chance de pouvoir être soutenu complètement pour le moment, 100% du loyer. Plus de loyer à payer donc, mais une chute de revenus. Ces indemnités ne représentent même pas la moitié de ce qu'il gagnait avant la crise. Alors Olivier Friou a pris la plume. Première tentative, faire baisser son loyer privé de 20%. Réponse, rien. Refus aussi du côté des caisses maladie. C'est no way. Qu'est-ce que vous demandez, qu'on vous réduise les primes ? Alors là, en l'occurrence, vu les épaules qu'ils ont, c'est pas la réduction de prime, mais au moins d'offrir un mois. Et troisième salve, La perte de gain, effectivement. Donc je leur demandais de nous offrir un mois. Et nous, un mois, c'est 800 francs. suspense quant à la réponse. Par contre, il a trouvé une oreille attentive chez Swisscom. Ils nous ont réduit 50% nos factures habituelles. Toujours bon à prendre, dans l'attente que le téléphone se remette à sonner et que les lieux reprennent vie. Dans cette agence de voyage à Cernier au Val-de-Rue, les événements ont pris une autre tournure. Bonjour, bienvenue. Plus de clients à accueillir. Depuis février déjà, les Suisses n'ont plus le cœur à voyager. Du coup, c'est le rêve d'une vie qui se brise pour la directrice. Louer cet espace, c'est désormais au-dessus de ses moyens. Sabrina Hauser doit se résoudre à quitter les lieux avant la fin du bail. Le propriétaire a été très gentil avec moi, on a eu une longue discussion et il a été d'accord au niveau du local si j'avais besoin que je me sépare des locaux pour la fin juin. Donc vous allez vous séparer du local. Je vais effectivement me séparer du local, mais ce n'est que pour mieux rebondir pour la suite. C'est un crève-cœur de laisser Oui. ce local, Oui, vraiment. mais vous allez poursuivre vos activités. Oui. C'est désormais depuis chez elle qu'elle travaillera. Mais avec un trou dans son budget d'environ 2000 francs par mois, Sabrina Hauser, qui vit avec ses 2 filles et son conjoint, a dû prendre d'autres mesures drastiques. Alors déjà personnellement, au niveau familial, on a fait quelques sacrifices. Par exemple, la vente du véhicule de mon conjoint. Et par contre, j'ai également trouvé des solutions au niveau de la solidarité pour l'agence par le biais de différentes plateformes de solidarité. Et c'est vrai que je suis très étonnée et très touchée de me rendre compte combien les gens sont solidaires dans cette période-là. C'est grâce à ces dons-là que je vais pouvoir payer le loyer du mois d'avril. À ce jour, je suis presque à 1000 francs. Pour joindre les 2 bouts, Sabrina Hauser et son conjoint ont aussi décidé de mettre en vente d'autres biens. Et puis, elle peut compter sur la solidarité familiale. L'idée, c'est effectivement de pouvoir garder mon neveu et d'avoir une source également financière de ce côté-là, car ma sœur, ça lui tient à cœur de me payer pour ce service rendu. Mais je le fais avec tout l'amour d'une tati. T'as besoin d'aide, maman? Oui, volontiers. Tu peux prendre mon verre? Oui. Merci. Malgré ces efforts, reste l'impossibilité de régler toutes les factures.
Après avoir consulté sa fiduciaire, elle a arrêté de payer ses tranches d'impôts. Vous avez préparé les cartes? Ma priorité, c'est la maison, parce qu'on a besoin d'un toit sur la tête, mes enfants, mon conjoint et moi. Et puis, après les assurances maladie, et puis après les autres choses, on verra. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas toujours forcément où mettre la priorité, en fait. Mais on a besoin d'un toit sur la tête, ça c'est sûr. Et je dois pouvoir nourrir mes enfants. Et là, comment est-ce que vous voyez la suite? J'essaie de ne pas trop y penser parce que j'ai déjà fait beaucoup de nuits courtes, voire même des nuits sans sommeil. Et plus je me projette et plus j'ai peur. Donc j'essaye honnêtement au jour d'aujourd'hui d'y aller au jour le jour en fait. À Genève, dans son restaurant fermé, Olivier Fiou peut tenir, mais pas plus loin que fin juillet, début août. Et là, disons, dans le pire des cas, ça veut dire quoi? C'est la faillite, en fait. Bah ouais, faut appeler un chat, hein, ouais. Là, tes clés. Sébastien Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général d'Aide Conseil Suisse. C'est une association qui lutte contre le surendettement. On a vu là l'exemple de Sabrina hein, qui dit je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus ce que je dois payer, ce que je ne dois pas payer. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut continuer absolument à payer coûte que coûte, même si on a des gros problèmes financiers? Je dirais que là, aujourd'hui, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont dans la survie. Donc là, pour moi, ce qui prime, c'est déjà d'avoir à manger. Et ensuite, il faut voir justement tout ce qui est besoin essentiel, donc l'assurance maladie, le loyer. Et puis après, il faut se méfier du système des poursuites, où là, on entre vite dans une sorte de sable mouvant. Donc il faut aussi penser à tout ce qui est pension alimentaire, frais de garde des enfants, etc. Mais ça, c'est plutôt pour les personnes qui doivent se stabiliser, qui ont déjà justement, je dirais, leurs besoins essentiels qui sont garantis. L'électricité. Est-ce qu'il faut continuer à payer les factures d'électricité ou bien est-ce qu'on peut les laisser dans un coin? Alors, l'électricité, c'est aussi très important parce que sinon, après, on vient nous installer un compteur, ça coûte donc beaucoup plus cher et puis c'est de nouveau un petit peu des ennuis assurés. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque une chose qui est dépense vraiment prioritaire. important. Oui. Et puis, l'assurance maladie, est-ce qu'il faut la payer? Alors, l'assurance maladie, c'est essentiel parce que si vous finissez aux poursuites et que vous avez des dettes d'assurance maladie, vous ne pourrez plus payer vos prochaines primes. Donc là, vous allez vous enfoncer encore plus. Alors, moi, j'ai appelé donc Santé Suisse, qui est la fêtière des caisses maladie, qui me confirme qu'effectivement, légalement, il faut continuer à payer ces primes. Par contre, Santé Suisse recommande aux membres de ne pas envoyer de rappel pour les mois de mars-avril, parce qu'ils sont quand même conscients qu'il y a un petit problème. Ils rappellent non plus qu'on ne peut pas changer sa franchise. Et on peut quand même essayer de téléphoner à la caisse pour voir si on peut trouver un arrangement. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit du côté de Santé Suisse. Dernier point, auquel on ne pense pas forcément, on peut, même au milieu d'année, si on a une chute de revenus très importante, disons de 20% par exemple, on peut demander une subvention à l'État pour vous aider à payer la caisse. Par contre, il y a plusieurs semaines de délai. Est-ce que vous, de votre côté, vous constatez la même chose ? Alors par rapport aux assurances maladie, ils ont souvent des problèmes avec l'informatique, on va dire. Donc moi, j'attends de voir s'il n'y a pas des rappels qui viennent. C'est un gros problème parce que c'est vrai que les assureurs, on les a déjà tapé sur les doigts au niveau du tribunal fédéral parce qu'ils rajoutent des frais très importants et qui ne sont pas forcément toujours légaux. Donc là, j'attends de voir. Je dirais que pour l'instant, je suis pas vraiment convaincu. Si on continue à éplucher un peu les comptes d'une famille, un leasing de voiture, par exemple, on a commencé à payer, on a payé, 8, 9, 10 mois. Est-ce qu'on peut arrêter de le payer? Qu'est-ce qu'on risque? Alors là, on risque de gros problèmes. C'est-à-dire qu'un leasing, quand on arrête de le payer, là, les poursuites arrivent assez relativement rapidement et on doit payer la perte de valeur du véhicule et puis éventuellement des kilomètres supplémentaires, etc. Et renégocier le contrat en disant, écoutez, ma mensualité est trop élevée, j'arrive plus, j'aimerais payer moins par mois. Alors en théorie, c'est possible, c'est-à-dire qu'ils vont allonger la durée du contrat, donc au final, les personnes vont payer plus. Après, momentanément, ça peut aider. Mais globalement, ils sont aussi censés appliquer la loi. Et là, ils devraient réexaminer le budget de la personne. Et si elle n'a pas de revenus, normalement, il n'y a pas de négociation possible.
Et puis les impôts. Sabrina là, disait qu'elle ne les payait plus. Est-ce qu'on peut arrêter de payer ces impôts? Alors il faudrait plutôt déjà voir pour faire diminuer les acomptes, mais c'est vrai que si on ne paye pas les acomptes d'impôts, puis qu'on était à jour au début de la crise, il n'y a pas de problème qui vont arriver tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui peut effectivement être mis en parenthèse un moment, mais après, il va falloir rattraper. Sébastien Mercier, en fait, ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans une situation comme ça, avec une énorme perte de revenus, il faut vraiment scanner son budget poste par poste et au franc près, non? C'est un peu ce que vous faites. Voilà, il faut, je dirais, un peu arrêter le monde, pas s'intéresser à tous les créanciers qui vous engueulent, mais vraiment regarder, voilà, quel est mon budget, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Vraiment avancer pas à pas, pas à pas. Parce que sinon, on perd le fil, on voit beaucoup de gens qui jonglent avec des factures, et puis au final, ils s'en coublent. Donc c'est vraiment, à un moment donné, il faut vraiment stopper, regarder, prendre du recul sur la situation financière. Sébastien Mercier, quelle part de la population vous estimez se trouvait déjà dans des situations un peu limites avant la crise du coronavirus? C'est à peu près combien? Et comment est-ce qu'on peut la définir? Alors, je dirais que globalement, on sait qu'environ 20% des ménages, un peu plus, n'arrivent pas à faire face à un imprévu d'environ 2500 francs. Donc globalement, là, on a à peu près 2 millions de personnes qui ont des revenus qui ont diminué, voire certains qui n'ont pas de revenus du tout. On sait que les causes du surendettement, c'est principalement le chômage, la maladie, le divorce. Et en quatrième position arrive l'échec d'une activité indépendante. Donc là, c'est sûr qu'avec la crise, bon, de la maladie, il va y en avoir, des divorces, il risque d'y en avoir avec le confinement. Le chômage, il y en a déjà un peu. Le chômage, il y en a déjà pas mal. Et puis, les petits commerces qui doivent fermer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyez arriver beaucoup plus de monde qu'avant? Alors pour l'instant non, parce qu'ils sont dans la survie, donc ils cherchent plutôt des solutions pour avoir à manger à la fin du mois. Donc les services qui s'occupent de surendettement, mais aussi d'aide aux personnes touchées par la pauvreté, là ils sont complètement surchargés. Ceux qui sont vraiment spécialisés des endettements, ben là c'est pas la priorité des gens à l'heure actuelle. Mais il faudra vraiment aussi qu'ils prennent les choses en main assez rapidement, sinon ça va être catastrophique pour eux. Dernière question, Sébastien Mercier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tous ces gens qui étaient déjà à la limite de la précarité avant la crise et qui maintenant sont tombés dedans? Comment est-ce qu'on peut les aider très concrètement? Alors, je dirais qu'il faudrait des aides à fonds perdus, parce que globalement, il y a beaucoup de ces gens qui sont entrés justement dans ces sables mouvants des poursuites, qui peuvent être remis sur les rails avec juste une petite aide à payer quelques factures qui seraient déjà arrivées aux poursuites, et puis justement à leur permettre de se stabiliser. Donc là, on ne parle plus de prêts, on parle vraiment de leur donner de l'argent. Tout à fait, parce que de toute façon, il y a une bonne partie de ces gens qui ne vont pas pouvoir rembourser ces prêts. Très bien. Merci infiniment pour toutes ces explications et puis bonne chance pour la suite parce que du travail, vous risquez d'en avoir à l'avenir. Merci à vous. Et maintenant, je vous propose d'autres témoignages. Celui de Thierry. Il tient un tea room à Clarens, dans le canton de Vaud. Sa compagne est coiffeuse, c'est un couple d'indépendants donc. Et le témoignage de Jimmy, c'est un jeune homme qui a une petite boutique du côté de B. D'un côté, ce salon de coiffure. De l'autre, un tea room. Et voici leurs occupants, Esmeralda et Thierry Ducrot. Ils sont mariés femmes, parents de 2 grands-enfants et travaillent donc côte à côte. Elle est installée dans ce local depuis de nombreuses années. Lui vient d'ouvrir son tea room il y a 6 mois. Financièrement, c'est très très dur. Je suis en train de puiser sur ma réserve, mais malheureusement, j'arrive bientôt au bout. On a demandé de l'aide, mais c'est très très dur. Ils ont fermé boutique en mars et depuis, il n'y a plus d'argent qui rentre. Ils ont demandé un crédit à 0% et obtenu à eux deux environ 16 000 francs. De quoi payer leur logement, les assurances maladie et quelques factures urgentes, mais pas toutes. Pas le choix au quotidien, ils doivent se serrer la ceinture. On a vraiment calculé à avoir 100 francs par semaine pour manger. Et puis, pour toutes les courses de la maison, on fait une liste avec les prix, combien ça coûte, et on ne peut pas dépasser ça. Donc, moins de viande, moins de poisson, plus de soupe et en des grandes quantités pour pouvoir avoir pour le lendemain. J'avais aussi du lait, des œufs, mais on a tout pris pour la maison. Comme ça nous a fait pas trop de pertes de marchandises. Dans l'arcade de Madame, l'activité va reprendre. Mais à elle seule, elle ne pourra pas assumer toutes les charges, celles de son salon, du tea room et leurs charges privées.
Avant, on aimait bien, de temps en temps, aller au resto, faire des sorties. Ben, dans l'avenir, ce sera fini. Cette année, ben, il n'y a pas de vacances. On a dit aux enfants, cet été, on Voilà. reste à la maison. Et nous, on va travailler. On doit se sacrifier, en tout cas pas de vacances. Et puis, notre crainte majeure, quand même, c'est de perdre ce local commercial qui est le Tea Room, vu on vient Je d'ouvrir. suis tellement triste parce que j'ai réalisé un rêve, puis tout d'un coup, tout part comme ça. Alors, je vais essayer d'ouvrir, essayer à l'emporter, puis je vais voir si ça fonctionne. Puis si ça ne va pas, on va vendre. Mais comme c'est la crise, qui c'est qui va acheter? C'est une catastrophe. La catastrophe ici aussi à B, dans cette boutique de produits dérivés tenue par Jimmy Esposito. Plus de revenus, pas d'aide, mais des factures impayées qui s'accumulent. C'est vite vu, il va y avoir le loyer de la maison, le loyer du magasin, le parking lié au magasin. Il y a tout ce qui est assurance maladie, donc c'est vrai que c'est quand même un certain montant qui ne peut aussi pas être payé. Il y a plus de 800 francs d'assurance du magasin. Il y a la facture de Swisscom pour ici, la facture de Swisscom pour la maison. Il y a les 2 mois de leasing à Sloka. Après, ben voilà, il reste encore une facture de la caisse de compensation AVS. Grosso modo, ben, pour un mois, il y en a facilement pour 3 000, 3 500 francs. Et puis là, ben, comme ça va être 2 mois, il va y en avoir pour 6 000 et 7 000 francs. Ce jeune entrepreneur, il s'est lancé il y a moins d'1 année avec ce magasin qui, en temps normal, lui permet tout juste de vivre, s'est donc mis en quête de solutions. Ben, j'ai essayé de faire pas mal de choses. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui était faisable. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. J'ai même envoyé des mails à la chaîne du bonheur ou à Caritas pour demander une aide alimentaire ou financière. Et donc la chaîne du bonheur m'a renvoyé justement chez Caritas. Et puis du coup, ben voilà. Puis c'est vrai que c'est vite prise de tête qui font contacter. Enfin, là pour l'instant, j'ai tellement envoyé de mails que je sais même plus où je nage en fait. Sa banque, elle, est très au clair. Voilà, c'est l'état des comptes. Donc, il ne reste plus grand-chose. Hein. Difficile de ne pas perdre pied dans ce contexte. Mais il y a une lueur d'espoir et elle vient de son entourage. J'ai une amie qui m'a contacté et qui a voulu payer justement les 2 mois de loyer du magasin. Pour au moins assurer la réouverture dès que ce sera possible, en fait. Donc mars et avril. Voilà, exactement. Elle vous l'offre. Elle me l'offre pour l'instant, ouais. L'autre côté obscur de l'histoire, il se déroule dans sa cuisine, dans son frigo. Oui, alors en ce moment, le frigo, on va dire qu'il fait un peu la grimace parce que il n'y a pas grand-chose. Donc c'est un peu l'état actuel des choses. Voilà, ça représente bien la situation. Vous faites des courses ? Je ne peux pas faire de courses parce que comme du coup je n'ai absolument plus aucun revenu, donc pour le moment je ne peux pas me permettre de faire des courses. Et comment vous faites pour manger ? Pour manger, ce qui est assez pratique, c'est que mes parents habitent pas loin, donc du coup c'est vrai que le soir je mange avec eux. Et pour le matin et le midi ? Le matin et le midi, c'est un peu plus compliqué parce que je m'alimente pas spécialement, donc à part quand justement je leur demande peut-être un petit 20 francs par-ci pour m'acheter un sandwich, enfin voilà quoi, c'est un peu compliqué. Une réalité qui dépasse la science-fiction. Jimmy Esposito espère regagner son indépendance et sortir de cette situation avec le déconfinement et le retour de ses clients. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Malik. Avec tous les recherchistes d'À bon entendeur, vous avez enquêté pour savoir un peu qu'est-ce qu'on pouvait espérer, quelles aides est-ce qu'on pouvait avoir dans cette période si difficile. Alors, essayons d'être très concrets. Si je suis salarié, mon entreprise a des difficultés, il n'y a plus assez de commandes, plus assez de travail,
qu'est-ce que je peux espérer? Qu'est-ce que je peux attendre? Alors vous soyez à plein temps, à temps partiel, payé à l'heure, temporaire, voire, selon certaines conditions, au travail sur appel, vous avez droit aux indemnités de chômage qui couvrent 80% de la perte de revenus. Donc, on se retrouve avec 80% de son salaire. Alors bon, certaines entreprises, surtout les grandes, compensent les 20% restants, mais pour les autres, ça fait une perte de pouvoir d'achat. Maintenant, Stéphane, si j'étais déjà au chômage avant le déclenchement de la crise, à quoi est-ce qu'il faut que je m'attende? Si vous étiez encore au chômage le 1er mars de cette année, vous avez droit à une prolongation de 120 jours des indemnités de chômage. Est-ce que si je suis au chômage partiel et donc j'ai perdu une partie de mon pouvoir d'achat, je peux quand même prendre un petit job pour compenser la perte de revenus? Oui, c'est une nouveauté. Vous pouvez le faire. Auparavant, ce n'était pas possible. Maintenant, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé d'avertir votre employeur. Par contre, il vaut mieux le faire s'il y a un problème de concurrence entre vos deux jobs. Par contre, la difficulté, c'est que le jour où votre premier employeur vous dit qu'il faut revenir au travail, vous devez pouvoir abandonner instantanément le deuxième. Donc, c'est vraiment un tout petit job. Petit job, oui, tout à fait. Alors maintenant, Stéphane Fontanet, parlons un peu des indépendants. Est-ce que si je suis indépendant, j'ai droit au chômage partiel? Alors, dans un premier temps, les indépendants n'y avaient pas droit. C'était les patrons de sociétés anonymes, ils n'avaient pas droit à ça. Maintenant, il y a une pétition avec plus de 90 000 signatures. Le Conseil fédéral a revu sa position. Les indépendants sont considérés comme des salariés dans leur société anonyme et ont droit à toucher une indemnité forfaitaire dans ce cadre-là. Ah, c'est justement le cas d'Olivier, le restaurateur qu'on a vu tout à l'heure. Il touche des indemnités, mais bon, ça fait pas lourd, c'est moins de 3 000 francs par mois. Maintenant, toujours si je suis indépendant et que j'ai une boutique qui a dû fermer à cause de la crise, est-ce que je suis obligé de continuer à payer le loyer? Ouais, c'est une question compliquée. L'ASLOCA a demandé un avis de droit. L'ASLOCA, donc l'Association de défense des locataires, a demandé un avis de droit à des avocats qui concluent que les loyers ne sont pas dus ou pas entièrement dus dans cette période de crise commerciale, si la boutique est fermée. Ce n'est pas le cas des milieux immobiliers qui disent que non. Il faut Je pense qu'ils ne sont pas d'accord. Non, ils ne sont pas d'accord, bien sûr. Alors, c'est des batailles en perspective. Par contre, au niveau cantonal, certains cantons proposent des solutions. Par exemple, à Genève, si vous avez un loyer de 3 500 francs ou plus petit, que vous êtes un petit entrepreneur, vous pouvez demander une aide cantonale. Dernière question, Stéphane. Si je me retrouve vraiment dans une situation très difficile, que je sois salarié ou indépendant, j'ai presque plus de revenus, je n'arrive pas à réduire mes charges, où est-ce que je peux aller demander de l'aide? Alors actuellement, tous les sites des communes et tous les sites des cantons contiennent plein d'informations. On a mis des liens sur notre site qui pourront vous aider dans ce cas-là. D'autres pistes? Alors bien sûr, vous avez les services de désendettement étatique, para-étatique, la chaîne du bonheur, Caritas, le CSP, le Secours suisse d'hiver notamment, qui peuvent vous aider. Eh bien, on va évidemment mettre toutes ces adresses par canton sur notre site internet abe.ch. Stéphane Fontanet et tous les recherchistes, on vous remercie vraiment pour toutes ces explications et bonne soirée. Pareillement. Confinement ou pas, un chiffre reste choquant. En Suisse, 1/3 de la nourriture finit à la poubelle. Alors pourquoi ne pas profiter du fait qu'on a en ce moment un tout petit peu de temps pour réfléchir à sa façon de cuisiner à la maison? La terrasse du restaurant, c'est pas pour tout de suite, autant vous le dire. Pourquoi ne pas essayer de lutter contre le gaspillage? François Eger a rencontré Linda Virchow, une jeune passionnée de cuisine qui fait traiteur à domicile et donne des cours. Elle vous donne quelques trucs pour éviter de trop jeter. Vous allez nous faire 2 recettes anti-gaspillage. On va tout utiliser du produit. Vous allez faire quoi comme recette? Alors, je vais vous montrer comment faire des chips, en fait, d'épluchures, de légumes et de fruits aussi. Après, il y a certains légumes, type là, le chou-pomme, et ben ça, l'épluchure, elle est vraiment fibreuse, donc on ne peut pas vraiment faire grand-chose à manger comme ça. Mais la deuxième recette, ce sera justement le bouillon de légumes. Alors, ce fameux bouillon avec tous les restes, tous les bouts un peu moches ou qu'on imagine immangeables des fruits, des légumes. Donc, vous les stockez en gros dans ce sachet. Dans un ziploc. Vous le remplissez au fur et à mesure dans votre congèle. Et puis après, quand il est plein,
eh ben, vous faites votre bouillon. Vous videz vos légumes congelés dans votre casserole, vous mettez de l'eau juste qu'il y ait quelques centimètres au-dessus des légumes, puis on laisse cuire tout doucement pendant 2 heures, à peu près 1h30. Donc les légumes, ils ont mis toute leur saveur dans l'eau. Ouais. C'est l'idée. Hein. Donc moi, je ne le sale pas, parce que comme ça fait vraiment quelque chose de neutre. Vous prenez une grande passoire, voilà. Et puis en fait, vous allez vider vos légumes super cuits et l'eau de bouillon dans un grand saladier. Ce qui était dans votre saladier que vous avez essoré et tout, vous le mettez dans des bocaux parce que c'est un liquide qui se garde quelques jours. Hein. Après, évidemment, il va pourrir. Ça, c'est votre bouillon liquide. Donc, vous en gardez une partie que vous allez utiliser assez vite. Et puis, le reste, donc dans les bocaux comme ça, vous pouvez mettre au congélateur. Hyper important, laissez à peu près ça, hein, comme j'ai mis là. Parce que le liquide, en congelant, en fait, il prend du volume. Alors, Linda Virchow, deuxième recette, c'est les épluchures. Donc, on va faire des chips avec des épluchures de carottes, de panais ou même de patates violettes. C'est une patate violette, ça. Les épluchures, c'est bien de les manger parce que c'est quand même là qu'il y a un max des nutriments. Hein. Mais par contre, c'est mieux que ce soit bio parce que c'est là qu'il y aura certains produits chimiques qui vont rester. Ouais. Là, voilà, je les frotte juste bien comme ça. Pour enlever la terre. Donc on va mettre 200 grammes. Parce qu'évidemment sur la plaque du four, on ne veut pas que les épluchures elles se chevauchent parce que sinon elles ne vont pas bien être croquantes. Hein, parce qu'il y aura trop d'épaisseur de légumes. Cette manière de faire au four juste avec huile d'olive, moi je mets un petit peu de vinaigre, ça garde bien la couleur, puis ça relève un peu plus les saveurs. C'est la cuisson au four comme ça, toute simple, ça sort vraiment bien la saveur des légumes. Donc si vous variez les légumes, vous allez varier vraiment les saveurs, clairement. On va cuire une demi-heure à 160 degrés. Voilà, donc là on met au milieu du four, on ferme. Ah, voilà. Ah ouais. Les chips sont prêtes. Ouais. 2 minutes de plus et c'était trop. Ah ouais. Voilà. C'est quoi, 20-30 minutes de cuisson, hein? Ouais, je dirais, il faut, en fait, vraiment, hein, en cuisine, les fours, ils sont tous différents. Hein. Extra. Merci beaucoup, Linda. Eh ben, avec grand plaisir. Allez, on va quand même pas laisser ces chips sans les manger. Ah non, mais c'est bien. Un autre truc très simple pour lutter contre le gaspillage, c'est de ne pas trop se focaliser sur la date de péremption des produits. Car dans bien des cas, cette date peut sans trop de problèmes être dépassée et parfois même largement. Tout est une question de bon sens. N'est-ce pas, François Janet? Ce qu'il faut savoir, Malik, c'est que la loi exige 2 types d'indications. La première, c'est la date limite de consommation. Cela concerne des denrées périssables, sensibles, comme les fromages à pâte molle ou au lait cru, les poissons ou les viandes, comme ces saucisses, sur lesquelles on peut lire à consommer jusqu'au 2 ou 7 mai 2020. Au-delà de la date indiquée, ces produits sensibles peuvent connaître une dégradation microbiologique avec prolifération de bactéries et être dangereux pour la santé. En revanche, les produits de longue conservation, les produits secs, le riz, les pâtes par exemple, portent une indication qui dit à consommer de préférence avant une date au-delà de laquelle le produit peut perdre de ses qualités, goût, texture, mais ne seront pas dangereux pour la santé. La date de péremption des produits, c'est évidemment un sujet qu'à bon entendeur a souvent traité. François Janet a replongé dans les archives et il a aussi posé la question à Patrick Eder, le chimiste cantonal genevois. C'est vrai, en mars 2004, ça fait un bail, nos collègues de l'époque avaient adressé un questionnaire à différents distributeurs pour connaître les délais de consommation de produits alimentaires de base. Les résultats n'étaient pas avares de surprises. Le pain carré pour toast. Pour Coop, vous avez entre 10 et 16 jours pour faire vos sandwichs. Migros vous en donne 18, Manor 14 et Carrefour 28. Écart, 18 jours. Le yogourt nature est encore mangeable après 35 jours chez Manor, 34 à la Migros, 28 chez Coop et seulement 18 jours chez Carrefour. Écart de 17 jours. Mais depuis 2004, le système pour fixer les délais de consommation des yogourts a changé. Alors oui, le yogourt est un cas parfaitement intéressant parce que comme c'était un produit qu'on conservait au réfrigérateur, on le considérait avec une date à consommer jusqu'au.
Et en fait, le yogourt, c'est un produit qui est très, très stable du point de vue microbiologique. Et en fait, cette date de péremption à consommer jusqu'au était beaucoup trop restrictive. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait très, très bien conserver un yogourt plus longtemps que la date et de mettre une date à consommer de préférence avant le. Et il y a eu un changement de paradigme il y a quelques années. Mais en fait, Patrick Eder, qui fixe et comment sont fixées ces dates limites? Alors, les dates sont fixées par l'entreprise qui les produit, par le fabricant du produit. Alors, ça peut s'expliquer parce que, en fait, la date va vraiment dépendre de la recette qui va être utilisée. Et par exemple, vous avez des viandes que si vous les conservez sous vide par rapport à une viande normale, la durée de vie du produit va être complètement différente. Donc, c'est vrai que c'est logique que ce soit l'entreprise qui fixe la date parce que c'est elle qui connaît le produit et qui connaît l'ensemble en fait, des caractéristiques du produit. Encore un mot, Malik, sur les boîtes de conserve qui sont vraiment de très longue conservation et sans doute consommables au-delà des dates indiquées. Attention toutefois à vérifier la qualité du contenu et si une boîte a gonflé, poubelle, pas d'hésitation. En revanche, vous pouvez aussi faire comme moi, en souvenir d'un artiste célèbre, Andy Warhol pour ne pas le citer. Une boîte comme celle-ci est périmée depuis longtemps, mais c'est pas grave, je ne l'ouvrirai jamais. Andrea Gringeri, c'est vous qui suivez pour nous les très nombreux messages que les téléspectateurs nous envoient par mail. D'ailleurs, à ce propos, on a évidemment un peu de peine à répondre à tout le monde dans les délais, donc on s'excuse et on demande un tout petit peu de patience. Andrea, vous avez sélectionné quelques messages intéressants qui demandent une réponse et vous avez enquêté. Alors, on commence par le message de M. Michel Gouet, qui nous écrit à propos d'un spectacle qu'il voulait aller voir et qui a été reporté. Il nous raconte la suite en vidéo. Bonjour, je suis Michel Gouet. J'ai acheté 2 tickets pour le spectacle de Danny Larry du 13 mars 2020. Ce spectacle a été annulé, reporté au 20 juin, re-annulé et porté au 7 mai 2021. C'est trop long, je demande le remboursement à Ticket Corner et à Live Music Production qui ont refusé. Donc j'ai besoin d'aide, je ne sais pas quoi faire. Merci. Alors Andrea, dans ce cas-là, est-ce que ce monsieur a des chances d'être remboursé ? Si le spectacle avait été annulé, M. Gouet aurait reçu un remboursement sous forme de bons ou d'argent. Dans le cas précis, le spectacle est reporté et Ticket Corner, là où a été acheté le billet, ne prévoit pas de remboursement en cas de spectacle reporté. Le billet est juste valable pour la nouvelle date. Même si M. Gouet avait pris une assurance avec son billet, c'est pas dit que celle-ci aurait remboursé parce qu'elle ne couvre pas ce genre de cas. Il faut dire que Ticket Corner prévoit quand même une plateforme sur laquelle on peut revendre son billet au prix d'achat. Essayer de le revendre en tout cas. Est-ce que les organisateurs peuvent faire un geste ? Live Music Production, qui organise le spectacle auquel devait se rendre M. Gouet, nous ont dit qu'il se montrerait flexible le jour J s'il y avait une impossibilité réelle de se rendre à l'événement. C'est un peu la position qui prévaut dans le secteur et qui est aussi recommandée par la SMPA, qui réunit les organisateurs de concerts et de festivals en Suisse. Après, on peut aussi se montrer solidaire vis-à-vis d'un festival ou d'un petit événement local et faire don de notre billet. Deuxième cas, Madame Goulitsia, qui se demande quelles sont les règles de prise en charge des tests du Covid-19 par les assurances maladies. Andrea, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Depuis le 4 mars, l'assurance, elle prend en charge le test de dépistage du coronavirus pour un prix qui a été fixé à 180 francs, et pour autant qu'on souffre de symptômes graves ou qu'on soit une personne à risque. Maintenant, ce test, il rentre aussi dans le système de franchise quote-part, c'est-à-dire que si votre franchise est élevée ou que vous ne l'avez pas encore dépassée, c'est vous qui allez devoir le payer. Ce qui est troublant, Andrea, c'est que le coût annoncé par la Confédération pour ce test est de 180 francs. Or, parfois, la facture peut être beaucoup plus salée. Effectivement, parfois la facture, elle peut grimper à plus de 400 francs. Ces 180 francs, ils couvrent que le test lui-même et pas la consultation, la prise de sang et différents tests complémentaires que le médecin pourrait avoir besoin de faire. Mais le tout est couvert par l'assurance jusqu'à la limite de la franchise. Est-ce que c'est valable pour tous les tests en lien avec le coronavirus ? Ici, on parle des tests de dépistage pour savoir si l'on est infecté par la maladie. Les tests dont on parle beaucoup en ce moment, les tests sérologiques, ne sont pas largement disponibles et eux ne sont pas pris en charge par l'assurance de base, en tout cas pas en ce moment.
Dernier message, Madame Tchetanovic, qui nous écrit parce qu'elle s'interroge sur les mesures d'hygiène et de sécurité dans les magasins. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé il y a quelques semaines. Est-ce que la réouverture hier de certains commerces change quelque chose sur ce plan-là? Pour les magasins qui étaient ouverts, il y avait déjà des règles, mais maintenant, la Confédération demande pour tous les commerces un plan de protection qui détaille des mesures. Un exemple des mesures concrètes de protection, c'est le maintien, bien sûr, des 2 mètres de distance, la mise à disposition de gel désinfectant ou d'une possibilité de se laver les mains à l'entrée du commerce, le fait de désinfecter toutes les surfaces qui seraient touchées par les clients, le fait qu'il ne peut pas y avoir plus d'1 personne par 10 mètres carrés pour respecter justement ces distances dans le magasin. Pour ce qui est par contre de l'usage des gants ou du masque, en tout cas aujourd'hui, ils ne sont pas généralisés ou obligatoires. Et qu'est-ce que les commerces encourent en cas de non-respect de ces règles? Alors, il y a des contrôles qui vont être menés. Après, on imagine bien qu'on ne va pas pouvoir mettre un policier dans chaque commerce ou dans chaque magasin. Mais théoriquement, si ces règles ne sont pas respectées, la sanction peut aller jusqu'à la fermeture du magasin. Merci Andrea Gringheri et très bonne soirée à vous. Les magasins de fleurs ont donc réouvert leurs portes hier. Sur leur rayonnage, on peut à nouveau admirer les grandes vedettes que sont les orchidées. Autrefois fleurs de luxe, leur prix a beaucoup baissé grâce à une production de masse. En 2017, nous avions rencontré un inconditionnel de cette plante à la tête d'une fantastique collection d'orchidées. Luc Vincent est horticulteur. C'est un passionné d'orchidées. S'il les traque ici, dans les prairies neuchâteloises, c'est surtout pour leur tirer le portrait. On compte une 60aine d'espèces indigènes dans notre pays, mais pas question de les cueillir, c'est strictement interdit. Elles sont en voie de disparition en Suisse. Les milieux où elles poussent sont de plus en plus restreints et puis elles n'arrivent plus à maintenir une certaine population. Et c'est pour ça que c'est important de les laisser dans leur milieu et de les protéger. Sous les tropiques, on les trouve accrochés aux arbres ou sur des roches. En Suisse, les orchidées poussent au sol. Ici, on est en Europe, il fait froid pendant l'hiver, donc elles se sont adaptées au climat européen, c'est-à-dire que c'est des plantes qui vont pousser dans la terre. Et plus vous venez dans des régions tropicales, chaudes, plus elles vont monter dans les arbres. Vous trouvez aussi dans les pays tropicaux des orchidées qui poussent au sol, mais la majorité, c'est toutes des plantes qui poussent en épiphyte sur les arbres. Luc Vincent ne se contente pas des images de ses fleurs préférées. Il les cultive dans un petit coin des serres de la ville de Neuchâtel, à Cernier. Sa collection, les 60 espèces botaniques d'orchidées phalaenopsis et une kyrielle d'hybrides maison. C'est que Luc en crée aussi. Moi, je fais ce qu'on appelle des hybrides primaires, c'est-à-dire que je prends 2 espèces naturelles que je croise entre elles. Et puis, ça me donne un résultat qui est souvent des fois surprenant. Je peux vous montrer par exemple le premier hybride que j'ai fait, c'était en 1995. J'ai croisé Phalaenopsis pulchra avec Phalaenopsis lindeni. Et puis ce croisement a fait Janine. En fait, Janine, c'est ma maman. Et ça donne un résultat qui est assez intéressant. C'est une fleur elle fleurit chaque année à cette époque-là. Elle est toujours fidèle, elle fleurit régulièrement. Au total, Luc a créé plus d'une 50aine d'hybrides, tous répertoriés dans le très officiel registre de la Société royale d'horticulture à Londres, et tous aussi dûment baptisés. En général, les orchidées, ça plaît beaucoup aux dames, alors de temps en temps, je crée des orchidées, puis je les dédie à certaines personnes pour leur faire plaisir. Les noms de ces splendeurs, il y a Isabelle, Fabienne, Mistaille et Corinne. Corinne, c'est qui? Corinne, c'est une ancienne, c'est un amour de jeunesse. Pour créer ces orchidées, c'est Luc qui doit jouer le rôle de l'insecte fécondateur au cure-dent. On extrait d'abord les globes contenant le pollen. On va simplement les placer là-dessous. On les réintroduit en principe dans une autre fleur. Et puis voilà, elles collent. Si tout se passe bien,
Après 4 à 12 mois selon les variétés, une gousse contenant des milliers de graines va se former. Pour la deuxième étape de l'hybridation, direction le laboratoire personnel de Luc Vincent, aménagé au fond d'une cave. Là, dans un milieu le plus stérile possible pour éviter toute contamination, la gousse est livrée au scalpel. Ça, c'est des graines. Les graines extraites sont mises en culture dans un gel contenant beaucoup de sucre, de l'azote, du phosphore, de la potasse et des minéraux. C'est la seule manière de remplacer Dame Nature. La multiplication d'une orchidée dans la nature, c'est assez compliqué. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un champignon qui soit au moment où la graine va germer. Et puis, c'est ce qui fait que la graine germe. Si vous n'avez pas ce champignon, il n'y aura pas de germination. Les dizaines de bocaux de Luc recèlent des trésors en devenir. Mais il faudra s'armer d'une patience infinie avant de pouvoir vraiment les admirer. De repiquage en repiquage, de 4 à 7 ans seront nécessaires avant de pouvoir découvrir les nouvelles fleurs nées de l'hybridation. Le plaisir de voir la plante qui pousse, le bouton qui s'ouvre, c'est ça qui est important. Au moment où la tige florale commence à sortir et puis que la fleur commence à être un bouton, puis après la fleur éclot, c'est là où c'est un instant, c'est magique, quoi.